Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous poursuivons l'entretien avec Moe Yassiyungu, ou de son nom en mandarin Han Xiaoming, sur l'architecture des autochtones Zhou replacés dans le contexte de leur culture. J'avais rencontré Moe en juillet dernier dans le village de Jiumei, dans le comté de Nantou, au cœur des montagnes centrales de Taïwan. Il supervisait des volontaires pour la réfection du toit en chaume du hufu qui a été construit il y a 3 ans dans la cour de l'école. Un hufu, c'est un bâtiment en bois sur pilotis ouvert aux 4 vents, recouvert d'un toit ovale en chaume. À côté du feu qui couve au centre du hufu, on se sent comme dans un nid douillet, à la fois lié à la forêt, que l'on peut voir tout autour, et protégé par une enveloppe de chaume. Autrefois, c'était là que les jeunes hommes étaient formés pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités dans la société Zhou, notamment la chasse et la protection du village. Aujourd'hui, les temps ont changé et ce hufu sert plutôt de salle de classe en plein air pour les enfants du village qui peuvent se relier ainsi à leurs racines. Comme cette école est aussi celle de Kalibuan, un village Bunong qui jouxte Jiumei, il y a aussi dans la cour d'école 2 constructions Bunong en pierre d'ardoise. Les Zhou et les Bunong, 2 peuples autochtones de langues austronésiennes, 2 styles architecturaux différents. Autrefois, les Zhou et les Bunong étaient souvent ennemis. Mais les Bunong ont été déplacés par les colons japonais qui les ont installés là avec les Zhou pour mieux les contrôler. On écoute Moe Yassiyungu à ce sujet. Je dis souvent aux jeunes, bien sûr, avant l'époque japonaise, on ne peut pas nier que nous nous sommes battus entre Zhou et Bunun. Mais l'époque a changé et maintenant, c'est important de s'entraider parce qu'on se trouve dans une situation où l'on a tous perdu nos racines à cause de la colonisation japonaise et du christianisme. Pour la construction de ce hufu, en plus des enseignants de l'école, certains volontaires du village étaient aussi d'origine Bunong. De nombreux Bunong et Zhou se sont convertis au christianisme dans les années 50-60. J'ai demandé à Moe si cela n'avait pas mené parfois à des tensions. Les Zhou ne rejettent pas les autres religions, mais les autres religions n'acceptent pas que nous gardions nos pratiques. Cela dépend aussi des endroits. Il semble qu'ici, l'Église était très stricte et que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les traditions se sont perdues depuis déjà plus de 50 ans. Mais là d'où je viens, l'Église n'est pas aussi puissante et nous avons pu préserver nos pratiques en parallèle. Or, ici, rien que ce projet de construction a fait réagir l'Église. Mais ils ont décidé de construire quand même. Les enseignants de cette école m'ont demandé ce que j'en pensais. Je leur ai dit que les Zhou pouvaient aller à l'église ou même au temple bouddhiste. Mais pourquoi est-ce qu'en se convertissant, nous devrions être obligés de nier notre identité? C'est ce qui s'est passé pour de nombreux Zhou. C'est plutôt l'église qui discrimine et intimide. Et j'ai fait remarquer que c'est en contradiction avec ce qu'ils prêchent, l'amour universel de Dieu pour tous les êtres humains. Ce n'est pas Dieu qui demande de discriminer et d'intimider. De nos jours, les tensions se sont calmées, souligne Moe. D'après lui, les prêtres comprennent de mieux en mieux l'importance pour les autochtones de leur culture d'origine. Ce qu'il a observé, c'est que parfois ce sont certains anciens qui ont nié leur identité dans leur jeunesse pour se convertir au christianisme qui sont les plus radicaux. En tout cas, le directeur de l'école a tenu bon pour convaincre l'église locale de l'importance pour les enfants de construire des bâtiments Bunong et Zhou sur le campus. Selon Moe, ces dernières années, les autorités locales sont aussi de plus en plus tolérantes en ce qui concerne l'architecture autochtone. D'ailleurs, ce chantier de réfection du toit de chaume du hufu est un projet financé par le comté de Jiayi.
S'il s'agit de constructions autochtones, on n'est plus forcément obligé de demander un permis de construire comme auparavant, ce qui était à la fois absurde et impossible. En effet, quel architecte taïwanais serait capable de faire des plans pour un bâtiment en bois massif sans clous, dont les colonnes et poutres sont liées avec du rotin, qui puisse soutenir un toit de chaume qui pèse 6 tonnes ? Aucun, mais les Zhou, eux, en sont capables. Alors, parlons plus précisément de comment est construit ce hufu. Les colonnes en bois massif sont impressionnantes et forment un assemblage mi-bois avec la poutre faîtière, puis cet assemblage est lié par du rotin long et épais. Je dois avouer que c'est la première fois que je voyais de tels nœuds en rotin tenir des piliers aussi imposants. Je vous conseille d'aller sur notre site pour voir les photos. Et tout cela est bien sûr très solide, en même temps que flexible, puisque ce hufu a été construit il y a 3 ans et il n'y a eu aucun problème lors des typhons et des tremblements de terre, pourtant très fréquents à Taïwan. Bien sûr qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de mur et le vent peut circuler librement. Il n'y a pas de risque que le vent s'engouffre et qu'il emporte le toit pour sortir. En plus, le toit est rond, donc le vent glisse facilement dessus. Qui plus est, quand le chaume est mouillé, les tiges collent entre elles et ça ne s'envole pas. Il n'y a pas non plus de problème en cas de séisme, car la structure en bois a une certaine flexibilité. Penchons-nous maintenant sur le chaume dont étaient faits autrefois les murs et les toits des maisons, comme nous l'a expliqué Mo'e dans le premier épisode. Le miscanthus était habituellement récolté à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, car c'est le moment de l'année où il pleuvait le moins. La plante avait fini de grandir et n'avait pas encore fleuri. Contrairement à ce que m'avaient dit les Amis sur la côte Est, qui ont parfois du mal à trouver du miscanthus de nos jours, car les villages n'en prennent plus soin puisqu'ils n'habitent plus dans des maisons traditionnelles, les Zhou en trouvent encore assez facilement à Alishan. Il faut faire sécher le miscanthus au moins à 60-70%, l'idéal étant 80%. Le signal, c'est quand les feuilles commencent à s'enrouler. Mo'e précise que le problème, si ce n'est pas assez sec, c'est que les tiges ont tendance à rétrécir en séchant. Alors, si elles sont déjà prises dans les nœuds en rotin qui les relient à la charpente, on a beau faire des nœuds le plus serrés possible, ça ne suffit pas, les tiges de chaume tombent du toit. Idéalement, on utilise du miscanthus qui a 3 ans, quand la plante atteint sa maturité ligneuse. Contrairement au bambou, dont on ne coupe que ceux qui sont assez matures pour la construction, dans un champ de miscanthus, ça prendrait trop de temps de faire la différence. Donc les Zhou font une coupe rase et trient les tiges sur le champ, car c'est notamment à la couleur que l'on peut déterminer leur maturité. Et si on les laisse sécher, les tiges changent de couleur, donc il faut le faire tout de suite. En tout cas, c'est surtout le toit qui demande le plus de main-d'œuvre. Autrefois, on disait « tous les 10 ans, petite réparation, tous les 20 ans, grande réparation ». Tous les 10 ans environ, on réparait ce qui n'allait pas dans la maison. Et tous les 20 ans, on faisait de grands travaux. Par exemple, on surélevait la maison pour changer certains piliers. Tout reconstruire aurait demandé trop de travail. Quant au toit, il est composé de 3 couches de chaume. Les 2 couches du dessous sont bien protégées et n'ont pas besoin d'être changées. On renouvelle juste la couche supérieure une fois tous les 3 à 5 ans. C'est la raison pour laquelle le toit est aussi lourd. On dirait qu'il est léger, mais il ne faut pas se fier aux apparences. En tout, il y a environ 3000 bottes de chaume. Chacune fait environ 2 kilos, ce qui fait un toit de 6 tonnes. On imagine bien qu'il faille une structure en bois très solide pour le soutenir. À Alishan, ce sont les anciens qui allaient dans la forêt pour observer et repérer les arbres dont ils avaient besoin pour construire. Plusieurs essences pouvaient être utilisées du moment qu'elles étaient plutôt résistantes à l'eau et aux insectes, car les piliers qui soutenaient le hufu n'étaient pas posés sur une pierre, mais enterrés, selon Mo'e, et il n'y avait pas de ciment à l'époque, évidemment. Avant de placer les piliers en terre, certains les protégeaient par la carbonisation, d'autres par de la cendre. Ça dépendait des familles, précise-t-il. Mais les Zhou ne construisaient pas tant de maisons que ça, ils privilégiaient la réparation. Comme dit Mo'e, de nos jours, on ne sait plus réparer nos maisons.
mais c'est aussi parce que nous sommes coupés de la nature. Et autrefois, les Tso n'abandonnaient leur maison qu'à une condition. Parce qu'autrefois, les Tso enterraient les morts de la famille sous leur maison. Donc, en général, sauf s'il n'y avait plus de place pour les enterrer, on ne déménageait pas. C'est seulement lorsqu'il n'y avait plus de place pour enterrer les défunts que l'on allait habiter ailleurs. Et comme il nous l'a expliqué la dernière fois, avant de commencer la construction d'une nouvelle maison, il fallait faire une cérémonie pour demander à la terre si l'on pouvait s'installer à cet endroit. Si la personne chargée de la cérémonie ne faisait pas de cauchemar, c'était un feu vert. Mais s'il faisait un cauchemar, c'était un avertissement. Pas que la terre soit égoïste, elle voulait plutôt nous protéger d'un malheur. Une fois que l'on avait trouvé un lieu adéquat, les hommes pouvaient s'atteler à la tâche. À ce moment-là, les hommes commençaient à préparer les matériaux pour construire, le bambou, le chaume, le rotin, en les récoltant à la saison propice. En général, les voisins ne venaient pas aider pendant la construction de la structure. C'était l'affaire de la famille. Les voisins observaient. On n'avait pas besoin de leur demander de l'aide. Une fois la structure mise en place, ils venaient par eux-mêmes participer à la construction du toit en chaume, car c'est ça qui nécessite le plus de monde. Mais avec l'aide de la communauté, les 3 couches de chaume étaient attachées en 2 jours. Et quant au mur, on se débrouillait seul. À part le bois et le chaume, le 3e matériau important pour les Tso en construction, c'est le rotin. Et on ne se doute pas que dans la forêt, le rotin est une liane recouverte de grosses épines et donc vraiment très difficile à récolter. Il y a un travail de préparation en plusieurs étapes assez fastidieux, le pelage pour retirer l'écorce et fendre le rotin en 2 puis encore en 2. Maintenant, des machines peuvent le faire, mais elles sont calibrées pour la vannerie. Or, pour la construction, on a besoin de rotin plus épais et solide pour pouvoir faire des nœuds, souligne Moe. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser de machine. Mais ça ne le dérange pas vraiment, parce que quand on travaille le rotin de ses propres mains, c'est lié à notre vie, et c'est ça qui importe à ses yeux. Dans le prochain épisode, je vous parlerai plus précisément de cette préparation du rotin, puisque comme il pleuvait, au lieu d'aller récolter le miscanthus, les participants à l'atelier ont préparé le rotin. L'occasion pour ces volontaires d'apprendre une nouvelle technique. Construire en matériaux naturels ou renouveler la couche supérieure de chaume se faisait, comme c'est encore le cas ici, sur la base de l'entraide. Autrefois, nous n'avions pas d'argent. Donc, quand on construisait une maison ou quand on réparait le toit, on préparait aussi beaucoup de viande parce que l'on savait que beaucoup de monde allait venir donner un coup de main et il fallait nourrir tout le monde. Ensuite, cette famille-là participait à son tour à d'autres réparations ou constructions et elle était nourrie. C'était réciproque et on n'avait pas besoin d'argent. Mais une fois la maison construite, on ne pouvait pas y emménager immédiatement, chaque chose en son temps. On demandait d'abord à un ancien d'y habiter et d'y faire une cérémonie pour demander à la maison si l'on pouvait y aménager. La réponse était donnée dans les rêves. Si l'ancien ne faisait pas de cauchemar, on pouvait emménager. Sinon, il fallait attendre quelques jours, refaire une cérémonie et vérifier que la nuit suivante, il ne faisait pas de cauchemar. Tout cela reflète donc l'essence de la culture Tso dont Moe Yasiyungu nous a parlé la dernière fois, le respect mutuel, puisqu'il y a un dialogue entre les Tso et la terre et aussi avec leur maison. Avant de vous quitter, je vous invite à vous rendre sur le site internet de RTI dans l'émission Les joies de l'éco-construction pour voir les photos en diaporama, une vidéo que j'ai réalisée, mais aussi explorer les liens, notamment vers des documentaires. Je vous laisse sur cette chanson émouvante composée par Gao Yisheng,
un Zhou qui a lutté pour l'autonomie des autochtones dans les années 50 et a été exécuté à l'époque de la loi martiale. Il avait composé cette chanson intitulée Fleur de pervenche en japonais pour sa bien-aimée et c'est sa petite fille Cao Hui-jun qui la chante. À la semaine prochaine. 窓辺に咲いたフロックスの花よ麗しい姿そよ風に揺れるああ麗しいフロックスの花よ君に捧げる山々を越えて山々を越えて Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.